Oserez-vous goûter un fromage rempli de larves vivantes, un œuf contenant un embryon en développement, ou un poisson si venimeux qu'une seule préparation incorrecte pourrait être mortelle? Dans ce voyage, nous allons plonger dans un monde où ce qui est impensable pour certains est, pour d'autres, une tradition culinaire dont ils sont fiers. Des célébrations épiques au Moyen-Orient avec des chameaux rôtis entiers, jusqu'au marché de Thaïlande qui crépite au rythme des insectes frits. Chaque plat raconte une histoire qui défie non seulement le palais, mais aussi nos idées sur la nourriture. Chameau rôti entier. Un plat peut-il symboliser la générosité, l'abondance et l'union? Au cœur du Moyen-Orient, le chameau rôti entier est bien plus qu'une simple recette. C'est une célébration culturelle à son apogée. Imagine une table entourée de membres de la famille, d'amis et de voisins. Un chameau majestueux en vedette, soigneusement cuit et farci de délices qui s'entrelacent en couches de saveurs. Ce banquet n'est pas ordinaire. Il est réservé pour des occasions spéciales, des mariages, des festivités religieuses, et des événements marquant des jalons importants dans la vie communautaire. Le processus de préparation d'un chameau rôti entier est aussi complexe que fascinant. On commence par la sélection du chameau, un animal qui symbolise non seulement la résistance et le travail dans les conditions difficiles du désert, mais qui occupe également une place importante dans l'économie et l'histoire de la région. Une fois le chameau choisi, il est nettoyé et préparé avec soin. Sa cavité est remplie d'un mélange soigneusement équilibré d'agneau, de poulet, de poisson et d'œufs. Chaque composant de la garniture est assaisonné avec une combinaison d'épices locales, qui peuvent inclure du curcuma, de la cannelle, de la cardamome, et des clous de girofle, créant un profil de saveur qui reflète la richesse de la cuisine arabe. L'étape suivante, la cuisson, est un chef-d'œuvre de patience et d'habileté. Le chameau est cuit lentement pendant des heures, souvent dans un four souterrain spécialement conçu. Cette technique garantit que la viande reste tendre et juteuse, tandis que les jus des différents ingrédients de la farce se mélangent pour imprégner l'ensemble du plat d'une profondeur de saveur incomparable. Alors que l'arôme remplit l'air, la communauté se rassemble, partageant des histoires, des rires et de l'anticipation autour du repas imminent. Le moment de servir le chameau rôti est un événement en soi. Placé sur un plateau géant, le chameau devient le centre d'attention, entouré d'accompagnements qui peuvent inclure du riz épicé, des salades fraîches et du pain plat. Chaque convive prend son tour, découpant des portions directement dans le chameau ou dans la farce, une expérience qui favorise l'interaction et le partage des valeurs fondamentales de la culture locale. Au-delà de l'acte de manger, ce plat représente l'hospitalité dans sa forme la plus pure dans les cultures du Moyen-Orient. L'hôte a le devoir d'offrir le meilleur de lui-même à ses invités, et le chameau rôti entier est une démonstration de cet engagement. Non seulement cela nourrit une grande foule, mais cela établit aussi un lien entre les gens, symbolisant l'abondance et la gratitude envers la communauté. Des insectes frits en Thaïlande. Est-il possible de transformer quelque chose d'aussi petit et apparemment insignifiant qu'un insecte en une délicatesse qui suscite la curiosité mondiale? Dans les marchés de rue en Thaïlande, cette question a une réponse claire. Oui, ici, les insectes frits sont bien plus que de simples bouchées. C'est une fenêtre sur une tradition culinaire qui allie ingéniosité, durabilité et une bonne dose d'aventure gastronomique. Entre les étals colorés et le brouhaha des marchés, des grillons, des sauterelles et des scorpions apparaissent dorés et croustillants, prêts à ravir aussi bien les locaux que les touristes. La consommation d'insectes en Thaïlande a des racines profondes. Depuis des siècles, la consommation d'insectes en Thaïlande a été un grand atout pour la santé des habitants. Les communautés rurales ont eu recours à ces petites créatures comme une source vitale de protéines, surtout en période de pénurie. Les insectes ne sont pas seulement abondants, mais aussi riches en nutriments essentiels comme les acides aminés, le fer et le zinc. Ce qui était autrefois une pratique de survie s'est transformé en un élément culturel, s'adaptant au goût moderne sans perdre son authenticité. Aujourd'hui, manger des insectes n'est pas seulement une nécessité. C'est une expérience qui relie les convives à leur passé et à la nature. Le processus de préparation est aussi fascinant que le résultat final. Les insectes sont soigneusement récoltés, en s'assurant qu'ils soient frais et en bon état. Ensuite, ils sont nettoyés et assaisonnés avec des épices locales comme l'ail, le poivre et la sauce soja, des ingrédients qui mettent en valeur leur saveur naturelle. La technique de friture est essentielle. Une huile bien chaude garantit que chaque bouchée est croustillante et satisfaisante, éliminant toute texture désagréable.
Une fois prêts, ils sont servis dans des cornets en papier ou de petits récipients, souvent avec une pincée supplémentaire de sel ou de poudre de chili pour intensifier la saveur. En se promenant dans un marché thaïlandais, l'arôme des insectes frits se mélange à celui des autres spécialités de rue, créant une symphonie olfactive qui vous invite à vous arrêter et à essayer. Pour de nombreux touristes, la première bouchée s'accompagne d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Cependant, après le craquement initial, ce qui suit est une agréable surprise. Les grillons peuvent avoir une saveur de noisette. Les sauterelles apportent une touche terreuse et les scorpions une nuance salée rappelant les chips de pommes de terre. Mais ces bouchées ne sont pas seulement un spectacle pour les visiteurs. Pour les Thaïlandais, c'est un rappel de l'importance de tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Dans un monde de plus en plus conscient de l'impact environnemental, les insectes représentent une alternative durable aux sources traditionnelles de protéines, comme le balu, aux Philippines. Au cœur de la gastronomie philippine, peu d'aliments suscitent autant d'émotions que le balu. Cet œuf de canard fécondé, avec un embryon en développement, est bouilli et consommé directement dans sa coquille. Pour certains, c'est un délice qui reflète des siècles d'histoire et de tradition. Pour d'autres, c'est une expérience défiante qui nécessite de surmonter des barrières culturelles et personnelles. Mais, d'où vient cette particularité culinaire? Et quels risques pourrait impliquer sa consommation? L'origine du balu remonte aux influences chinoises aux Philippines au XVIIe siècle. Les commerçants chinois ont introduit la pratique de consommer des œufs fécondés, une tradition déjà bien ancrée dans leur culture. Cependant, les Philippins ont adapté la technique, ajustant le temps d'incubation de l'œuf pour que l'embryon atteigne un développement spécifique avant d'être cuit. Ce changement a fait du balu une création unique aux Philippines, avec des caractéristiques qui le distinguent de ses équivalents dans d'autres parties de l'Asie. Depuis lors, le balu est devenu un symbole d'identité culturelle, profondément ancré dans la vie quotidienne des communautés philippines. La préparation du balu nécessite précision et soin. Les œufs de canard sont incubés entre 16 et 20 jours, selon les préférences locales. Ce temps permet à l'embryon de se développer suffisamment pour avoir des structures visibles comme des plumes et des os, mais pas assez pour qu'il soit complètement dur. Une fois prêts, les œufs sont bouillis et servis chauds, généralement accompagnés d'une pincée de sel ou de vinaigre. Consommer du balu est un rituel en soi. On commence par boire le bouillon savoureux qui s'accumule à l'intérieur de l'œuf avant de savourer l'embryon. Cependant, la consommation de balu n'est pas sans risque. Un des principaux problèmes, c'est que le bouillon se déshydrate. C'est la contamination bactérienne si les œufs n'ont pas été manipulés correctement. Étant donné que le processus implique des œufs fécondés et partiellement développés, les conditions de stockage et de cuisson doivent être optimales pour prévenir les infections alimentaires comme la salmonellose. De plus, pour les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou des allergies aux œufs, le balu peut représenter un danger. D'autre part, sa consommation excessive pourrait contribuer à des problèmes de cholestérol élevé, car les œufs sont riches en graisse. Malgré ces risques, le balu reste un aliment profondément ancré dans la culture philippine, un symbole de résilience et de créativité culinaire. On lui attribue des propriétés énergétiques et aphrodisiaques, ce qui renforce sa popularité, surtout parmi les travailleurs qui cherchent un coup de fouet pour leur journée. Le hakarl, en Islande. Dans le paysage gelé et désolé d'Islande, où les ressources ont toujours été rares, est né un plat qui représente l'adaptation extrême à un environnement hostile, le hakarl. Cet aliment, élaboré à partir de viande de requin fermentée, a une origine aussi ancienne que les premières communautés nordiques qui se sont installées sur l'île vers le Xe siècle. Ces communautés ont fait face à un défi unique, le requin du Groenland, une espèce abondante dans les eaux locales. C'était toxique pour la consommation directe en raison des niveaux élevés d'acide urique dans sa chair. Cependant, la nécessité de survivre les a poussés à développer une méthode ingénieuse pour transformer cette ressource en un aliment sûr et durable. Le processus de création du hakarl a des racines profondes dans les pratiques vikings. Bien qu'il n'y ait pas de registre exact de sa création, on sait que cette méthode de conservation a été utilisée par les premiers colons vikings qui sont arrivés en Islande en l'an 874. 174, après Jésus-Christ. APJC. La viande de requin était enterrée pendant des semaines, voire des mois, pour permettre aux liquides toxiques de s'écouler et aux bactéries naturelles de transformer les substances nuisibles en composés inoffensifs.
Ensuite, la viande était séchée à l'air libre, durcissant sous les conditions extrêmes du climat islandais. Le hakarl vient spécifiquement des zones côtières du nord et de l'est de l'Islande, où le requin du Groenland était le plus souvent pêché. Ces requins, qui peuvent mesurer plus de 6 mètres de long, n'étaient pas chassés activement à l'époque, mais étaient souvent capturés accidentellement ou trouvés échoués. La viande de requin fermentée ne fournissait pas seulement de la subsistance, mais pouvait également être conservée pendant de longues périodes. Un aspect crucial pour les communautés qui faisaient face à de longs et durs hivers. Cependant, le jacquard n'est pas sans risque, même si le processus de fermentation réduit considérablement la toxicité des requins. Une mauvaise préparation peut laisser des traces d'acide urique ou d'ammoniac à des niveaux dangereux. Cela pourrait provoquer des symptômes tels que des nausées, des vomissements, ou des problèmes neurologiques chez ceux qui le consomment. Pour cette raison, la fabrication du hakarl est désormais entre les mains de spécialistes qui connaissent l'équilibre exact entre fermentation et séchage. De plus, son odeur forte et son goût peuvent être un défi même pour les palais les plus aventuriers. Ce qui pourrait donner une expérience désagréable pour ceux qui ne sont pas habitués. Dans le contexte moderne, le hakarl reste un aliment traditionnel qui est principalement consommé lors de festivités comme le Thorablo, un événement annuel où les Islandais célèbrent leurs racines vikings. Sanakji, en Corée du Sud. Dans la cuisine vibrante de Corée du Sud, il y a un plat qui défie à la fois la vue et le palais, le sanakji. Ce plat, préparé avec du poulpe bébé servi vivant, est une expérience culinaire qui va au-delà du goût, plongeant les convives dans une interaction sensorielle unique. Connu pour ses tentacules encore en mouvement lorsqu'il est servi, le sanakji est l'une des préparations les plus emblématiques et audacieuses de la gastronomie coréenne. Mais, d'où vient cette tradition et quels sont les risques de s'aventurer à l'essayer? Le sanakji a ses racines dans la tradition de la pêche en Corée du Sud, notamment dans les régions côtières comme Busan et la province de Gyeohwa. Bien qu'il n'y ait pas de registres exacts sur son origine, on pense qu'il a commencé à être préparé entre les XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque les pêcheurs locaux, dans leur désir de prouver la fraîcheur de leur pêche, ont commencé à servir des poulpes fraîchement capturés directement sur les tables. Cet acte n'était pas seulement un test de qualité, mais aussi un reflet de la connexion entre l'homme et la mer, une relation qui reste fondamentale dans l'identité culinaire coréenne. Le terme sanakji se traduit littéralement par poulpe vivant. La préparation est simple mais nécessite de l'habileté. Le poulpe bébé est découpé en morceaux juste avant d'être servi, et les morceaux sont arrosés d'un peu d'huile de sésame et de graines, rehaussant ainsi leur saveur naturelle. Les tentacules bougent encore en raison de l'activité nerveuse résiduelle, ce qui crée une sensation unique pour ceux qui le consomment. Cependant, le sanakji n'est pas sans risque. Le plus significatif réside dans la texture collante des tentacules, qui peuvent se coller à la gorge et provoquer des étouffements si on ne les mastique pas correctement. Ce risque, bien que peu courant, a conduit à des avertissements concernant sa consommation, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce type d'aliment. De plus, étant donné qu'il est consommé presque cru, il existe une petite possibilité d'exposition à des bactéries ou des parasites si le poulpe n'a pas été manipulé correctement. Cas de Marsu, en Italie. Dans le paysage idyllique de l'île de Sardaigne, en Italie, il existe un fromage qui a franchi les limites du conventionnel et a gagné une renommée mondiale grâce à sa préparation inhabituelle. Le casu marsu, qui se traduit par fromage pourri, est un fromage de brebis fermenté qui contient des larves vivantes de mouches. Bien que cela puisse sembler étrange ou même répugnant pour beaucoup, pour les Sardes, ce fromage est un trésor culturel qui encapsulé des siècles de tradition et d'innovation culinaire. L'origine du casu marsu remonte aux pratiques pastorales de Sardaigne durant le Moyen Âge. Les bergers, qui cherchaient des moyens de conserver leur fromage dans des conditions climatiques difficiles, ont découvert que l'action de certaines larves pouvait conférer au fromage une texture plus crémeuse et une saveur unique. C'est ainsi qu'est née cette spécialité particulière, qui est devenue un symbole de l'inventivité locale et une manière de tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Le processus de fabrication du casu marsu est méticuleux. On commence avec un fromage pecorino, qui est laissé à l'air libre pour que la mouche du fromage Piophila casé dépose ses œufs dessus. Lorsque les larves éclosent, elles commencent à consommer le fromage, le décomposant grâce à des enzymes et produisant une texture douce et crémeuse au centre.
Le fromage est prêt à être consommé lorsqu'il atteint ce stade et les larves sont encore actives. Curieusement, les locaux affirment que le casu marsu doit être mangé pendant que les larves sont vivantes, car leur mort indique que le fromage est avarié. Cependant, ce fromage particulier n'est pas sans risque. Le consommer peut impliquer un danger potentiel si les larves survivent au processus digestif et provoquent une liase intestinale, une affection peu courante mais sérieuse. De plus, le fromage est interdit dans l'Union européenne en raison de réglementations sur la sécurité alimentaire, bien qu'en Sardaigne, il continue d'être produit et consommé de manière clandestine. Surtout lors des célébrations traditionnelles. Au-delà, le casu marsu a été reconnu en 2009 par le livre Guinness des records comme le fromage le plus dangereux du monde. Malgré cette désignation, il reste très apprécié par les Sardes, qui le considèrent comme une délicatesse unique. Il a également suscité un grand intérêt parmi les touristes en quête d'expériences culinaires extrêmes, ce qui a donné lieu à des débats sur sa préservation en tant que patrimoine culturel. Face aux réglementations de sécurité, le surströmming en Suède, dans le froid nord du pays, entre de vastes forêts et des lacs cristallins, est né l'un des aliments les plus uniques et les plus controversés au monde. Surströmming, ce hareng fermenté, célèbre pour son odeur pénétrante, est un plat qui divise les avis. Pour certains, c'est un délice qui se connecte aux racines de la culture nordique. Pour d'autres, c'est un défi gastronomique presque insurmontable. Mais, comment cette tradition est-elle née? Et quels risques ou curiosités accompagnent cet aliment iconique? Le surströmming trouve son origine au XVIe siècle, lorsque les techniques de conservation étaient vitales pour survivre aux durs hivers scandinaves. Selon la légende, les marins suédois en mer Baltique ont commencé à fermenter des harengs parce que le sel, nécessaire à leur conservation, était coûteux et rare. En utilisant des quantités minimales de sel, on a permis aux poissons de fermenter dans ses propres jus, créant une méthode efficace et économique pour le conserver pendant de longues périodes. Bien qu'il ait d'abord été une solution de survie, le surströmming a évolué pour devenir un symbole de la culture culinaire suédoise. La préparation du surströmming est un processus qui nécessite de la patience et de la précision. Le hareng est pêché au printemps, quand sa saveur est plus douce, et il est placé dans des fûts pour fermenter pendant plusieurs mois. Ensuite, ils sont mis en conserve dans un processus qui permet à la fermentation de se poursuivre, ce qui génère des gaz et une odeur caractéristique. En fait, les boîtes de surströmming gonflent souvent à cause de la pression interne, ce qui ajoute une touche unique à leur présentation. La consommation de surströmming n'est pas sans risque. Bien que la fermentation réduise la possibilité de contamination bactérienne dangereuse, les boîtes doivent être manipulées avec précaution pour éviter des explosions accidentelles en les ouvrant. De plus, son odeur est si intense qu'il est traditionnellement consommé en plein air pour éviter qu'elle ne s'imprègne dans les espaces fermés. Cet arôme, décrit comme un mélange de poisson en décomposition et d'ammoniac, peut être un défi même pour les amateurs de gastronomie les plus aventuriers. Parmi les faits curieux les plus notables, il convient de souligner qu'en 2016, une compagnie aérienne suédoise a interdit le transport de canettes de surströmming sur ses vols, les classant comme matière dangereuse, en raison du risque d'explosion dû à la pression accumulée. De plus, au Japon, où les aliments fermentés sont très appréciés, le surströmming a gagné une certaine popularité parmi les amateurs de saveurs extrêmes. En Suède, le surströmming se déguste traditionnellement avec du pain plat, des oignons et des pommes de terre, accompagné d'un verre d'aquavit, un spiritueux scandinave. Fugu au Japon dans le monde de la haute cuisine japonaise, peu d'aliments inspirent autant de respect et de précaution que le fugu, le célèbre poisson globe. Reconnu pour contenir une toxine mortelle, le fugu n'est pas seulement un plat, mais un symbole de l'habileté, de la précision et de la discipline des chefs qui le préparent. Cet aliment a captivé et défié les convives pendant des siècles, offrant une expérience gastronomique chargée d'émotions et de dangers. La consommation de fugu au Japon a des racines profondes, remontant à plus de 2000 ans. Pendant la période Yomon, 14 300 avenue Jésus-Christ, des restes d'os de poisson globe ont été trouvés sur des sites archéologiques, ce qui indique qu'il était consommé même à l'époque préhistorique. Cependant, le fugu a gagné en notoriété pendant la période Edo, de 1603 à 1868, lorsque les samouraïs l'ont adopté comme une épreuve de bravoure. À l'époque, consommer du fugu sans subir d'intoxication était considéré comme un exploit d'honneur et de résistance. En raison de sa dangerosité,
il a été interdit dans plusieurs régions du Japon. Jusqu'à ce qu'au cours de la période Meiji, de 1868 à 1912, des réglementations plus strictes soient établies pour sa préparation. Le principal danger du fugu réside dans la tétrodotoxine, une neurotoxine que l'on trouve dans plusieurs organes du poisson, en particulier dans le foie, les ovaires et la peau. Cette substance est environ 1200 fois plus toxique que le cyanure et n'a pas d'antidote connu. Même une quantité minimale peut provoquer une paralysie et la mort par insuffisance respiratoire. C'est pourquoi la préparation du fugu est strictement réglementée au Japon et seuls des chefs avec des licences spéciales peuvent le manipuler. Ces professionnels passent des années en formation avant de recevoir leur certification, apprenant à identifier et à retirer les parties toxiques avec une précision chirurgicale. De plus, malgré les risques, le foie de fugu, connu sous le nom de kimo, était considéré comme un délice au Japon. Jusqu'à ce que sa vente soit interdite en 1984 en raison de sa forte concentration de toxines. Cependant, certains chefs et convives essaient encore de l'obtenir illégalement, à la recherche de cette bouchée interdite qu'ils disent avoir un goût inégalé. De plus, il existe un rituel dans certains restaurants haut de gamme, où les convives dégustent le sashimi de fugu découpé si finement que les tranches sont presque transparentes, disposées artistiquement sur une assiette décorée. Escamol au Mexique au cœur de la gastronomie mexicaine, peu d'ingrédients capturent l'essence du lien entre l'homme et la nature autant que les escamols. Connus sous le nom de caviar mexicain, ces œufs de fourmis délicats sont consommés depuis des siècles. Et son prestige dans la cuisine traditionnelle reste aussi élevé que sa valeur culturelle et historique. Mais comment ce fascinant délice est-il apparu et quels risques ou curiosités l'entourent? Les escamols ont une histoire qui remonte aux peuples indigènes de Mésoamérique, en particulier au Mexica, qui les récoltait comme une source vitale de protéines. Son nom vient du nahuatl azcatl, qui signifie fourni, et moli, qui signifie plat ou sauce. Pendant l'époque préhispanique, les escamols n'étaient pas seulement un aliment de base, mais aussi un symbole de la relation harmonieuse avec l'environnement, car leur récolte nécessitait des techniques soignées pour ne pas endommager les colonies de fourmis. Cette délicatesse provient de la Fournilium topum, apiculatum, qui construit ses nids dans les racines des magueyes et des agares, des plantes qui sont également essentielles dans la culture mexicaine. La récolte des escamols est un processus ardu et spécialisé. Les récolteurs doivent creuser avec soin pour extraire les œufs sans détruire les nids, une tâche qui nécessite de l'habileté et du respect pour la nature. Ensuite, les œufs sont lavés et préparés de différentes manières, les méthodes les plus populaires étant de les faire frire avec du beurre, de l'ail et de l'épazote, ou de les incorporer dans des tacos et des ragoûts. Bien que les escamols soient un délice exquis, leur consommation peut comporter certains risques. En raison de leur origine dans des nids souterrains, il existe une possibilité qu'ils soient contaminés par des bactéries ou des résidus du sol s'ils ne sont pas manipulés correctement. De plus, les personnes allergiques aux insectes doivent faire preuve de prudence, car elles pourraient éprouver des réactions indésirables. Cependant, lorsqu'ils sont récoltés et préparés correctement, les escamols sont complètement sûrs et offrent une expérience gastronomique inégalée. Enfin, il est à noter que les escamols ont été reconnus internationalement. Comme exemple de durabilité dans l'alimentation, sa production a un impact environnemental significativement moindre par rapport aux protéines animales traditionnelles, car les fourmis nécessitent moins de ressources naturelles et d'espace pour prospérer. Huitlacoche au Mexique. Dans le vaste répertoire de la gastronomie mexicaine, peu d'ingrédients sont aussi intrigants et polyvalents que le huitlacoche, connu sous le nom de truffe mexicaine. Ce champignon, qui pousse naturellement sur les grains de maïs, est depuis des siècles un symbole de créativité culinaire, transformant ce que beaucoup considèrent comme un ravageur en un véritable délice. Sa texture douce et son goût terreux ont conquis tant les cuisines traditionnelles que celles de haute gamme. Le huitlacoche a une histoire profondément ancrée dans la culture préhispanique. Son nom vient du nahuatl huitlacocha, qui se traduit par excrément endormi, en référence à son apparence particulière. Les peuples indigènes ne le considéraient pas seulement comestible, mais aussi comme un cadeau de la nature, l'intégrant dans leurs régimes alimentaires comme une source précieuse de nutriments. Pendant des siècles, il a été utilisé pour enrichir les tamales, les soupes et les tortillas, marquant ainsi sa place dans la cuisine quotidienne. Le processus de formation du huitlacoche est naturel et dépend de l'infection du maïs par le champignon Ustilago medi,
qui provoque le gonflement des grains et leur donne une apparence sombre et bulbée. Bien que ce phénomène soit souvent considéré comme une maladie dans d'autres contextes agricoles, au Mexique, il est célébré comme une opportunité culinaire. Les agriculteurs locaux encouragent même sa croissance en exposant les champs de maïs à des conditions idéales pour le développement du champignon. Consommer du huitlacoche est sûr lorsqu'il est récolté et préparé correctement, mais comme avec tout champignon, il existe des risques s'il n'est pas manipulé correctement. S'il mûrit trop ou s'il est stocké dans de mauvaises conditions, il peut développer des toxines qui peuvent être nuisibles. De plus, les personnes allergiques aux champignons doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles le goûtent pour la première fois. Cependant, ces risques sont minimes par rapport aux bienfaits nutritionnels qu'il offre. Le huitlacoche est riche en protéines, en fibres, en vitamines du complexe B et en acides aminés essentiels. De plus, pendant des décennies, le huitlacoche a été considéré comme un aliment de pauvre au Mexique, car il poussait spontanément et ne nécessitait pas de culture supplémentaire. Cependant, de nos jours, sa réputation a changé radicalement et il est désormais apprécié comme un ingrédient gourmet. Les restaurants de haute cuisine l'utilisent dans des créations innovantes comme des risottos, des pâtes et des soufflés, mettant en avant son goût unique qui combine des notes terreuses, fumées et légèrement sucrées.